Le cycle La fin d'un cycle est une série de conférences données par Bernard de Montréal et Richard Glenn en 1988 à Montréal. Dans la première partie de la série, ils discutent de l'incarnation de l'âme dans le corps humain et de la différence entre l'esprit et l'âme. L'esprit, qui représente la lumière et l'intelligence créative, travaille avec l'expérience mémorielle de l'homme pour le faire évoluer jusqu'à ce que l'âme soit suffisamment évoluée pour fusionner avec l'esprit. Ils expliquent également que l'être humain a besoin d'un contact avec les autres plans pour éclairer les aspects de sa conscience auxquels il n'a pas naturellement accès. Lorsqu'il peut communiquer avec l'esprit ou le double astral, il a accès à des informations sur la vie matérielle et sur les autres plans. Quant à la question de savoir qui régit la vie de l'être humain sur Terre, Bernard de Montréal explique que sur le plan matériel, l'homme est régi par les forces astrales, son propre âme ou d'autres entités. Ces forces influencent l'homme de manière positive ou négative, mais elles ne lui donnent pas forcément de l'intelligence. Il souligne également que le plan astral, qui est le plan de la mort, et d'où l'homme s'incarne sur Terre et prend conscience du pouvoir de la mémoire sur sa vie personnelle. En conclusion, pour avoir une vie libre et évoluée, l'homme doit prendre conscience du plan mental et ajuster sa conscience astrale sur le plan matériel. Selon Bernard de Montréal, l'esprit est naturellement en relation avec l'être humain. Cependant, la compréhension de cette relation est rendue difficile par le fait que l'homme pense de manière subjective plutôt qu'objective. Si l'homme pouvait penser de manière objective, il aurait accès à une intelligence qui lui expliquerait les mystères de la vie. Mais la pensée subjective ne permet pas de découvrir ces mystères de manière objective. Ainsi, la relation entre l'ego et l'esprit fait partie du savoir et de la science de l'esprit. Elle est importante pour l'homme de vérifier les connaissances qu'il acquiert afin d'être protégé. Recevoir des communications provenant du monde de l'esprit et les accepter sans vérification serait dangereux. Bernard de Montréal mentionne d'ailleurs le concept de mensonge cosmique qui existe sur notre planète. L'homme ne peut se permettre de croire sans discernement, même s'il est en communication avec l'esprit. Il sera instruit de ne pas croire. La communication avec le double, l'esprit, se fait souvent par la voix de la conscience, qui dicte et inspire l'homme. Cependant, le terme conscience est limité dans sa définition psychologique. La conscience devient plus grande lorsque l'homme communique avec les plans mentaux et astraux. Mais à chaque étape de l'évolution de sa conscience, il doit prendre conscience des trappes et des illusions. Il doit être conscient de l'existence du mensonge cosmique. Avant que le double n'ouvre les archives universelles à l'homme, il travaille à l'épuration de la conscience et à l'éveil de celle-ci dans tous les plans de la conscience. L'astral est un monde parallèle créé par la mémoire et qui fait partie des mondes subtils. Il est invisible mais devient visible lorsque nous dormons et rêvons. Il est étroitement lié à l'imagination, au subconscient et à la mort. Le plan astral enregistre toutes les expériences des individus et de l'humanité. Pour comprendre ces lois, il est nécessaire de passer à un niveau supérieur, le plan mental. De l'observer de manière objective. En étant dans le plan astral, on est soumis aux lois de l'âme, de l'involution et de la mort, ce qui empêche de comprendre pleinement les lois du plan astral. Selon Bernard de Montréal, le plan astral est régi par les lois lucifériennes qui font partie de la descente de l'énergie dans la matière. Il explique que le bien et le mal sont très polarisés dans notre société actuelle en raison de ces forces. L'homme peut être sincère dans sa religiosité, mais s'il ne connaît pas les lois du plan astral, il vivra des expériences qui font partie du karma de l'humanité. En ce qui concerne la démarche scientifique, Bernard de Montréal affirme que l'homme est libre d'agir sur la réalité dans le sens de la créativité et de la recherche scientifique. Il explique que lorsqu'un individu atteint un haut niveau de conscience créative, il n'a plus besoin de se conformer à un code moral extérieur, car il comprend naturellement ce qui est involutif. Dans cette conscience créative, la violence et le vol n'existent pas. Il souligne que les règles établies autrefois étaient nécessaires pendant l'involution de l'humanité, car l'homme n'était pas encore libre. Cependant, à mesure que l'homme évolue, il a de moins en moins besoin de règles extérieures, car sa conscience évolutive lui permet de comprendre naturellement comment agir de manière harmonieuse. Cependant, on remarque que le code moral est maintenant maintenu par l'État plutôt que par la religion. Ces règles de la conscience involutive servent à l'homme tant qu'il n'a pas développé de conscience créative. Une fois qu'il a cette conscience, il n'a plus besoin de règles car il est déjà réglé. Lorsqu'il rencontre une opposition, sa réaction dépend de son expérience personnelle. Un homme conscient comprendra mieux l'involution de l'opposition et sera moins affecté par celle-ci.
Les événements violents dans le monde font partie du karma de l'humanité et une personne consciente les voit à un niveau différent, sans en être psychologiquement terrorisé. Se promener avec des bannières ou faire des conférences pour conscientiser l'humanité fait partie du besoin spirituel de l'humanité et de l'expérience karmique de chaque individu. La conscience involutive est conditionnée socialement, alors que la conscience évolutive est individuelle et mène à une individualisation plus poussée. Être individuel ne signifie pas être égoïste, car il n'y a pas d'égoïsme dans le processus d'individualisation de l'évolution. Dans cette interview, Bernard de Montréal discute du phénomène de la conscience évolutive chez les enfants. Il explique que la centricité, c'est-à-dire être centré dans sa conscience créative, n'est pas de l'égocentrisme. Les enfants centriques manifestent leur conscience créative de manière créative, contrairement aux enfants qui expriment seulement leur conscience subjective, ce qui nécessite une éducation et un ajustement. Concernant la fusion, Bernard de Montréal estime qu'il est peu probable qu'un enfant puisse être fusionné car cela nécessite une altération profonde du corps mental et des expériences psychologiques acquises. Si un enfant était fusionné en bas âge, il perdrait ses facultés intellectuelles et sa conscience sociale, ce qui le rendrait anormal et malheureux. Pour les parents ayant des enfants mésadaptés socio-affectifs, Bernard de Montréal recommande de les mettre en contact avec des personnes matures qui comprennent que les enfants ont besoin de canaliser leur énergie. Il souligne que la société matérielle achète des jouets et des gadgets aux enfants, mais ne leur donne pas la possibilité d'extérioriser ce qui est en eux, ce qui peut entraîner des problèmes d'hyperactivité. Selon lui, les parents doivent être capables de comprendre et de guider leurs enfants dans la bonne direction pour qu'ils puissent manifester leur énergie créative. En conclusion, Bernard de Montréal souligne l'importance de canaliser l'énergie des enfants dans une société matérialiste qui ne tire pas pleinement parti de ses ressources. Le conférencier explique que les tests psychologiques et le quotient intellectuel, QI, ne suffisent pas à déterminer la véritable vibration d'un enfant. Il affirme que les parents, les psychologues ou les orienteurs doivent aider l'enfant à trouver sa propre vibration et à la réaliser. Il donne l'exemple d'un enfant qui naît dans une famille de médecins et d'avocats, mais dont la véritable passion est la musique rock. Dans ces cas-là, les parents ont tendance à vouloir orienter l'enfant vers d'autres domaines, comme les mathématiques ou la médecine, ce qui peut entraîner des tensions et des difficultés pour l'enfant. Le conférencier affirme que chaque individu a une voie d'expérience tracée par son passé et son évolution, et que cette expérience cherche à s'exprimer. Si elle est bloquée, l'âme vit une souffrance, mais si l'individu résiste et réalise son véritable potentiel, il peut accomplir de grandes choses. Dans la société actuelle, les jeunes n'ont plus de possibilités pour explorer leur médium et leurs vibrations, ce qui peut entraîner un écart entre les générations. Les jeunes sont soutenus par de nombreux médias, systèmes d'information et ressources psychologiques, ce qui leur permet de s'exprimer. Si un jeune n'arrive pas à passer à travers cette expérience dans sa vie actuelle, il le fera dans une autre vie. L'homme a besoin de s'exprimer, de développer sa créativité pour se sentir épanoui dans la vie. Cependant, dans l'involution de l'âme, cette créativité est souvent associée à la souffrance, car elle fait partie de l'expérience de l'âme et de son évolution. Lorsque l'homme passera à l'évolution de la conscience supramentale, il deviendra créatif de manière innée, sans avoir à lutter pour l'être. Cette créativité sera alors profondément personnalisée et en lien avec l'esprit, l'âme et l'ego. L'âme joue un rôle primordial dans la conscience de l'homme, mais elle est également associée à l'accumulation mémorielle et à l'expérience de l'ego. Cependant, l'homme doit parvenir à un stade où il cesse de vivre uniquement par l'expérience. Cela sera possible lorsque l'homme sera suffisamment uni à son double et conscient de celui-ci, permettant à l'âme de devenir simplement un plan d'énergie astrale purifié. Ainsi, le noyau de l'âme, qui représente le centre même de la conscience humaine, pourra se connecter au mental et accéder à une lumière plus vaste et absolue. La condition humaine est donc marquée par cette recherche identitaire de l'ego et la quête spirituelle, car l'homme ne peut comprendre pleinement et savoir par lui-même en restant centré sur l'âme. Il est nécessaire que la conscience de l'homme s'élève au niveau du mental pour que les deux plans se connectent et lui permettent d'accéder à une lumière plus grande. Dans cette discussion entre Hergé et Boulevard M, ils abordent différents concepts liés à la spiritualité et à la conscience humaine. M explique que perdre son âme signifie ne pas élever le taux vibratoire de sa conscience, en s'engageant dans des actions négatives comme la magie noire ou le meurtre. Au contraire, élever sa conscience implique de spiritualiser sa conscience, mais aussi de développer sa compréhension de la vie de manière intellectuelle. L'amour joue un rôle important dans cette élévation de conscience,
car il permet à l'homme d'agir selon des principes universels présents dans toutes les religions. Cependant, elle est nécessaire de passer au plan mental pour comprendre l'amour de manière intelligente, plutôt que de le vivre de manière excessive et irrationnelle. Le cas du Christ est mentionné, où il est mort par amour pour l'humanité. BDM explique que cela faisait partie de son initiation, et que les initiés doivent souvent souffrir un martyre. Cependant, aujourd'hui, l'homme a développé un mental plus sophistiqué et est appelé à aller au-delà des formules spirituelles pour la compréhension de la vie. BDM affirme que la philosophie, tout comme la science, a ses limites dans la compréhension de la vie et ne peut fournir les réponses ultimes. La philosophie est un stade de l'évolution du mental inférieur de l'homme mais doit céder la place à une nouvelle forme de pensée plus avancée et compréhensive. Au cours des 20 dernières années, l'intérêt pour la philosophie a diminué par rapport à la période de la Deuxième Guerre mondiale et celle de Sartre. Cela s'explique par le fait que la philosophie ne nourrit pas, ne comble pas et ne répond pas aux questions fondamentales de l'individu. La philosophie en elle-même n'est pas capable de fournir des réponses satisfaisantes. Il est donc préférable de s'intéresser à la métaphysique occulte, aux auteurs comme Aurobindo et Rudolf Steiner, qui ont poussé les limites de la philosophie et apportent des réponses plus profondes. La philosophie est un jeu de l'esprit qui plaise à l'ego, mais ce n'est pas une force créative qui peut briser les conventions et créer de nouvelles formes. Les jeunes d'aujourd'hui recherchent une puissance créative qui fait évoluer les choses et qui permet de dépasser les limites imposées. La philosophie a joué un rôle important dans l'évolution de l'humanité, mais elle a atteint ses limites et l'homme est maintenant trop intelligent pour se laisser imposer des doctrines. Il a accès à sa propre conscience et peut avoir des échanges créatifs avec d'autres personnes. La philosophie reste intéressante. Est-ce pour Bernard de Montréal, il s'agit de la détruire en faisant avancer la forme. De même, la psychologie est encore limitée par une approche cartésienne du comportement humain et devrait évoluer pour comprendre l'essence de l'homme. La philosophie a pour rôle d'expliquer la pensée humaine, avec des concepts comme « je pense donc je suis ». Au XXe siècle, la psychologie a pris le relais pour tenter d'expliquer l'homme à lui-même. Tant que la psychologie ne pourra pas accomplir cette tâche, elle servira principalement à maintenir le statu quo de comportements problématiques, en administrant des pilules ou en ajustant des comportements. Cependant, la psychologie a aussi une fonction plus profonde, celle d'expliquer à l'homme les mécanismes astraux de sa conscience involutive, afin qu'il ne tombe pas dans l'aliénation mentale. Par exemple, si un enfant voit un petit bonhomme au plafond, il est important que la psychologie puisse identifier l'origine astrale de cette vision et expliquer à l'enfant qu'il ne doit pas s'y attacher. La psychologie devrait donc se pencher sur la conversion du jeu et du tu dans le phénomène de l'aliénation et de l'astralisation de l'homme. Il est essentiel que la science découvre ces mécanismes et ne les rejette pas comme ésotériques ou occultes. Les psychologues devraient plonger dans cette mécanique astrale pour reconnaître comment elle fonctionne. Sinon, ils resteront prisonniers de leurs théories et concepts, et de plus en plus de personnes souffriront d'aliénation mentale ou de troubles de l'esprit. Les psychologues sensibles, ouverts d'esprit et humbles intellectuellement, devraient s'intéresser à d'autres auteurs que Freud, Jung ou Adler, comme Rudolf Steiner, pour découvrir des perspectives différentes. D'autres sources d'informations, comme les librairies ésotériques ou les échanges avec des experts d'autres cultures, peuvent également enrichir leur compréhension de l'esprit humain. L'auteur exprime son mécontentement quant à l'absence de mention de Rudolf Steiner à l'Université de Montréal et dans les établissements scientifiques en général. Il estime que Steiner est l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, mais reste largement méconnu. Il critique le fait que les universités se concentrent uniquement sur les penseurs connus tels que Kant et Nietzsche, sans explorer d'autres perspectives intellectuelles. Il souligne également le manque de connaissance de la littérature créative, humaine et essentielle chez les médecins et les universitaires. Il encourage les chercheurs à sortir de leur cadre et à explorer des auteurs moins connus pour faire avancer la science et la conscience. L'auteur mentionne également l'importance d'être bien dans sa propre peau avant de s'engager dans des relations sociales, et souligne la nécessité d'une identité personnelle et d'une individualisation de l'être humain. Il appelle à une société où les individus sont bien dans leur peau et peuvent fraterniser avec d'autres en restant eux-mêmes. De plus en plus de personnes sont attirées par l'ésotérisme, l'occultisme et tout ce qui est marginal et qui remet en question les normes établies. Cela s'explique par un sentiment de ras-le-bol généralisé de l'homme. Ce mouvement a commencé dans les années 60 avec les jeunes qui se sont détournés des conditions psychosociales de la société moderne. Ils cherchent leur propre identité et vivent une grande souffrance psychologique.
Cependant, ils ont tendance à se laisser influencer par des idéaux astralisés et se retrouvent pris dans le mensonge cosmique. Cela crée des temps de confusion et de remise en question où les philosophes et les psychologues se cassent la tête. Mais il ne s'agit pas de la fin du monde, mais plutôt de la fin d'un cycle. Le prochain cycle se fera au niveau individuel et non collectif. L'humanité doit prendre conscience de sa nature individualisée et trouver sa propre lumière pour pouvoir correspondre avec les autres hommes, peu importe leur race. Cela nécessite une compréhension des lois du monde astral, qui sont souvent négligées par peur. Les formes involutives de la psychologie, de la philosophie, de la religion et de la spiritualité ont atteint leurs limites et l'homme a besoin de nouvelles réponses. Ces réponses viendront de lui-même s'il est suffisamment mental et non astralisé. Il est dit que des individus ou des esprits président à l'évolution de la société et retardent le choc de la mutation, car un changement trop rapide pourrait causer des bouleversements et conduire à la destruction de l'humanité. Mais cela sera abordé dans la deuxième partie de la conférence. Il est question de savoir si l'évolution de la conscience, induite par des émissions de télévision, de radio, des conférences ou des livres, ne risque pas de se produire trop rapidement et de causer une destruction des formes existantes. Les grands maîtres de ce monde sont conscients de ce risque et veillent à ce que l'humanité ne se précipite pas dans son évolution au point de tout briser. Cependant, la rupture des formes dont il est question concerne principalement les formes intérieures de l'homme et non les formes extérieures ou sociales. Lorsque la conscience d'une personne se brise, elle devient consciente de manière créative. Cela peut avoir des conséquences sur la pensée humaine et la science, mais cela ne signifie pas une destruction des formes comme on peut le comprendre dans le cadre de l'involution ou de la réaction. Un homme conscient ne réagit pas dans les formes sociales, mais les utilise de manière utile. L'évolution de la conscience est un phénomène personnel et non un mouvement collectif. Cependant, au fil de l'évolution, les conséquences créatives peuvent affecter les races involutives, mais cela prendra des siècles. C'est un processus d'individualisation qui se produit à l'intérieur de chaque personne. Dans cette entrevue, il est expliqué que l'évolution de la conscience mentale chez l'homme se fait d'abord individuellement, avant de devenir de plus en plus collective avec le temps. Certains individus inspirés par des voies intérieures peuvent vouloir créer des mouvements d'évolution spirituelle sur la planète. Cependant, il est souligné que l'homme peut fonctionner soit par rapport à l'expérience de son âme et faire partie de l'involution de l'humanité, soit par rapport à son unité avec son âme et faire partie de l'évolution. L'homme conscient saurait comment se protéger en cas d'événements mondiaux ou de guerre, tandis que l'homme inconscient fait partie de l'involution et de l'expérience collective de l'âme. Il est également évoqué qu'avec le temps, il y aura des centres de savoir et de science qui émergeront, et que l'apparition d'une conscience créative absolue sur la planète marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ce phénomène cependant reste occulté à la vision de l'homme et fait partie des mystères cosmiques. Enfin, il est expliqué que lorsque l'on parle d'astraliser, cela se réfère aux paramètres et éléments de la nature humaine qui colorent la conscience de l'homme, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'homme doit réaliser que l'expansion de sa conscience vers le monde matériel ou spirituel, selon son évolution cosmique, est une approche partielle. Sur le plan matériel, la science a accompli des choses extraordinaires, mais elle est limitée dans sa compréhension des lois de cause à effet. Par conséquent, nous vivons inconsciemment les conséquences de nos actes, comme en témoignent les problèmes environnementaux. Si les scientifiques étaient conscients et guidés par une conscience plus élevée, ils pourraient pleinement comprendre les conséquences de leurs actions. De même, sur le plan spirituel, l'homme est souvent assujetti à des doctrines qui l'empêchent de développer une conscience libre et créative. Pour sortir de cette limitation, il faut accéder à une conscience intégrale et communiquer avec notre source par télépathie. À élargir notre conscience scientifique, spirituelle et métaphysique en nous libérant des limitations de la mémoire collective et personnelle. En établissant une connexion directe avec les plans universels, notre pensée serait plus créative et moins réflexive, nous permettant de comprendre véritablement ce qu'est la liberté. L'idée de liberté pour l'homme est liée au libre arbitre, qui fait partie de son expérience psychologique. Cependant, ce libre arbitre n'est qu'une illusion relative. Pour l'équilibre de son ego. Lorsque l'homme atteint la fusion de l'esprit, de l'âme et de l'ego, le libre arbitre disparaît. Être libre signifie pour un homme conscient comprendre parfaitement les lois de l'énergie sur tous les plans de la conscience. L'homme conscient est trop conscient des lois de l'énergie pour croire en l'illusion du libre arbitre. Concernant l'ange gardien, il s'agit d'une entité qui fait partie d'un monde extrêmement évolué et qui appartient à une organisation
Scientifique dans le cosmos. Le cosmos est une immense machine scientifique qui sera un jour accessible à l'homme. Pour bénéficier de ces connaissances, l'homme doit avoir suffisamment de conscience mentale pour les assimiler. Il est difficile pour l'homme de supporter ce qu'il sait et cela demande du temps et de l'adaptation. L'homme doit être respecté et certaines connaissances peuvent être partagées, mais d'autres sont trop difficiles à accepter. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal aborde la question de la lecture de livres spirituels tels que ceux de Rudolf Steiner et la cosmogonie d'Urantia. Selon lui, la cosmogonie d'Urantia est un livre qui vise à ouvrir l'esprit de l'homme à une conscience métapolitique de l'univers, en le menant à prendre conscience que l'univers est régi par des intelligences et habité par des civilisations. Cependant, il souligne que tant que l'homme n'aura pas réalisé l'unité de sa conscience et développé suffisamment d'identité et d'infusion spirituelle, il aura du mal à aller au-delà de la simple convention psychique de la valeur de la forme décrite dans le livre. Il explique ceci en prenant l'exemple des archanges, soulignant que la compréhension de ces entités nécessite une plongée totale dans le savoir et une compréhension des dimensions avancées de l'intelligence dans l'universel. Il mentionne également qu'une fois que l'homme aura atteint une telle connaissance, il perdra la mémoire de ce qu'il a entendu ou dit et ne sera plus assujetti à une doctrine. L'électron a pour fonction d'empêcher l'énergie atomique de devenir absolue et de permettre une expansion infinie de cette énergie. Sans les électrons, l'énergie atomique continuerait à croître indéfiniment. Ils sont apparus lorsque l'univers a été créé et permettent la formation des planètes et des soleils grâce à la fracturation de l'atome universel. Dieu est donc l'origine de l'énergie dans sa forme purement protonique et s'est divisé pour créer l'univers. L'évolution de l'intelligence et de la science est liée à la compréhension et à la perfection de l'énergie de l'intelligence. Cette compréhension permettra à l'homme d'entrer en contact avec les lois absolues et de développer une vision correspondante à la réalité. Les archanges et les anges, étant avancés dans la science, se concentrent sur le perfectionnement de l'énergie de l'intelligence. La science du mental et la conscience supramentale permettront à l'homme de percevoir la réalité de manière plus complète et de dépasser les formes existantes. Selon Bernard de Montréal, les trous noirs sont des champs de force magnétique où la lumière est utilisée pour créer des univers parallèles. Ils agissent comme des tunnels dans le temps. Les photons, quant à eux, sont des particules de lumière qui n'ont pas de présence magnétique et qui catalysent les rotations et la dynamique des particules du monde matériel. Lorsqu'une personne est incinérée, le feu est une forme d'électrification du feu cosmique, une énergie électrique capable de faire vibrer les particules et de créer des mouvements, des disparitions et des naissances. Cela montre que la matière est soutenue par d'autres forces sur d'autres plans et que l'univers est multidimensionnel. L'oméga et l'alpha ne sont pas directement mentionnés dans le dialogue. Selon Bernard de Montréal, le cosmos est infini, et il fonctionne selon des lois cycliques où chaque fin est le début d'un nouveau commencement. E est important car il a atteint un stade d'évolution où il peut retourner à la source. Dans le futur, il pourra créer des systèmes de transport similaires aux ovnis, qui ne sont pas soumis aux lois de la gravité, et ainsi entrer en contact avec les intelligences qui l'ont créé. Cependant, il faut faire attention car toutes les intelligences extraterrestres ne sont pas bénéfiques, certaines peuvent être dangereuses et manipulatrices. L'homme doit se protéger mentalement et spirituellement pour faire face à ces contacts. L'homme doit d'abord comprendre et maîtriser sa propre conscience avant de pouvoir aborder les mystères de la création et des civilisations. Sinon, il peut être perturbé et perdre son identité face aux phénomènes et aux intelligences dont il n'est pas préparé à faire face. L'homme est un être de lumière mais doit se protéger contre les influences extérieures et ne pas se laisser imposer quoi que ce soit. Il doit vérifier toutes les sciences par lui-même et ne pas devenir prisonnier de doctrine. Il faut parler de ces sujets de manière réaliste et intelligente, pour protéger l'homme contre lui-même. Lorsqu'il aura acquis le savoir, il ne sera pas intéressé par la connaissance. La lumière mentionnée se situe sur le plan mental de la conscience. Ce plan mental est un univers en soi, mais souvent méconnu par l'homme. Il est lié à la réalité psychique de l'individu et constitue un aspect de sa conscience. Le véhicule éthérique de l'homme est nourri et dynamisé par le corps mental, et la vie de ce véhicule éthérique se situe dans le mental de sa conscience. La nature de cette lumière est infinie et proportionnelle à l'expérience cosmique du double de l'individu. Ainsi, les intelligences cosmiques telles que les chérubins, les séraphins et les archanges, ont un contact vibrant avec l'humanité et sont responsables de son évolution. L'évolution psychique de l'homme ne peut pas se faire trop rapidement, car il faut préserver le contact avec la
matière et éviter les déséquilibres. La lumière, en tant qu'intelligence et énergie, n'est pas seulement des formes mentales ou des concepts, mais elle rayonne et fait vibrer les cellules et le corps mental de l'homme, exprimant ainsi la connaissance et la science contenues dans cette lumière. Le double de l'individu est la partie cosmique de lui-même, et il peut être à plusieurs niveaux vibratoires et de conscience. Les doubles font tous partie de la même lumière, mais ont différents statuts. Universel et niveau d'expérience. Chaque être incarné sur Terre a une connexion avec son double. Selon les propos de BDM, si l'homme n'avait pas de double, il ne pourrait pas penser. Ce n'est pas la mort qui permet de penser, mais le fait d'avoir un contact avec la lumière. Chaque être humain a un double, qui peut être à différents stades de développement. La qualité du double se manifeste par une plus grande conscience et une grande expérience. Des êtres comme le Nazaréen ont des doubles avec une grande expérience et un contact universel avec des principes d'intelligence avancés, ce qui leur donne une capacité créative exceptionnelle. Dans le monde occidental, nous avons tendance à diviser notre nature entre le matériel et le spirituel, à cause de notre corps astral qui bloque la lumière. Les religions, en particulier l'orientalisme, ont tendance à unifier l'homme et à lui donner une valeur cosmique, mais cette conception peut être dangereuse, car elle est un piège de la conscience involutive.